Ceux qui font Monaco sont au micro. Je suis Geneviève Berthy et bienvenue dans le podcast de Monaco Info. Notre invité du jour s'est construit autour d'une passion. Car spotter dès l'âge de 12 ans, il photographiait les voitures à Monaco. Aujourd'hui, c'est lui qui les conduit. Créateur de contenu automobile, il trace sa propre route et partage avec sa communauté son amour pour les belles mécaniques. Bonjour Seb Delaney. Bonjour. Les belles mécaniques, c'est une passion toujours, les belles voitures? Ouais, depuis que je suis tout petit, depuis que je me rappelle, j'ai toujours aimé... Ça a commencé avec les avions. Je m'en souviens même pas, c'est mes parents qui m'ont dit ça, que quand j'étais petit, je jouais tout le temps avec des petits avions. Et après, c'est passé à l'automobile. Et depuis, j'ai suivi tout ce qui est sport auto et tout ce qui est un moteur, quoi. Tout ce qui est un moteur, ouais. J'adore. Ah ouais? Donc, ouais, petit à petit, avec l'âge, j'ai pu m'en rapprocher un peu plus jusqu'à où on en est aujourd'hui. Mais c'est sûr que ça a toujours été omniprésent dans ma vie. Tu dis ça a toujours été omniprésent dans ma vie, mais quand même, il y a une partie de toi qui ne pouvait pas imaginer ce que tu es aujourd'hui. Ah, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Et enfin, ce que je suis aujourd'hui, c'est toujours le même passionné que toujours, mais ce qui a changé, c'est la possibilité de pouvoir en vivre et de pouvoir partager cette passion avec autant de personnes. Je pensais que c'était une passion que j'allais partager avec 2-3 amis. J'étais même pas si entouré. Mes parents aiment bien l'automobile, mais plus maintenant en suivant ce que je fais qu'à l'époque. C'était un peu, voilà, ils aimaient bien, mais sans plus. Mon grand-père anglais, lui, était un très grand fan et c'est lui qui m'a aussi beaucoup aidé et soutenu dans cette passion, donnant des magazines automobiles. Ah ouais? Comme j'ai grandi à La Turbie, donc juste au-dessus de Monaco. Lui, il voulait vraiment que je garde ce côté anglais. Et donc, pour que je lise et que j'écrive plus en anglais, il me donnait des magazines. Il voyait que j'aimais bien l'automobile, donc il me donnait des magazines auto. En anglais? En anglais. Et là, tu es bilingue aujourd'hui? Là, je suis bilingue. Ma première langue, c'est l'anglais. Donc, si je fais des petites fautes, je m'excuse. Et à la maison, on parle anglais. Ça ne s'entend absolument pas. Ouais, je suis anglais. Tu parles anglais à la maison? Ouais, je parle anglais à la maison. J'ai fini ma scolarité en Angleterre. Donc, ma première langue, c'est vraiment l'anglais. Et juste en français, en ayant grandi dans le coin et tout, bien sûr, j'ai appris le français. Tu postes en anglais, de toute façon. Je poste en anglais, ouais, les deux. Anglais et français, ouais. Anglais et français, donc ça c'était une chose. Au début c'était que anglais, et après j'ai vu qu'il y avait un peu ce manque de contenu de ce genre en francophone. Ouais. Et j'avais la chance de voyager à beaucoup d'événements aux États-Unis, en Angleterre, qu'on ne connaissait pas ici, enfin que mes amis francophones ne connaissaient pas, et donc je voulais partager ça aussi avec mon audience francophone, et aujourd'hui je fais les contenus dans les deux langues. Le groupe de copains, aussi loin que tu te souviennes, le groupe de copains, c'était quoi? C'était des copains de Monaco francophones ou des anglophones? Ouais, si on parle de tout ce qui est automobile et ce qui s'est passé ensuite en faisant des vidéos sur YouTube autour de l'automobile, c'était plutôt un groupe anglais. Donc, ça a commencé avec, on en a parlé là, du car spotting. De base, pour moi, le car spotting, c'était vraiment juste une passion. Il n'y avait aucune arrière-pensée de un jour, peut-être, que ça, on pourra poster, etc. C'était juste vraiment, j'adorais voir les voitures, j'adorais voir les nouveautés. Ouais. Et t'étais au bon endroit, parce qu'il y en avait beaucoup. J'étais au bon endroit, exactement. J'ai grandi à La Turbie. Mon père travaillait pour une société qui avait les bureaux à Monaco. Donc souvent, j'allais à son bureau et j'avais une demi-heure où je devais l'attendre qu'il finisse quelque chose. Je sortais et je prenais des photos des voitures que je voyais en dehors. Ouais. Et petit à petit, j'ai commencé à poster sur YouTube. Beaucoup aussi pour en parler de mon grand-père, parce que je voulais lui montrer, lui qui était un peu... pas dans la campagne, mais en dehors d'une grande ville en Angleterre, il voyait pas beaucoup de belles voitures. Il n'avait pas vraiment accès à voir ces belles voitures. Donc quand j'en voyais, je voulais partager ça avec lui. Et donc je prenais des photos des voitures que je voyais. Il n'y avait pas WeTransfer, tout ça à l'époque. Donc je mettais sur YouTube pour envoyer. C'était une façon de les faire... d'avoir un espace où vous pouviez vous rejoindre sans que ça alourdisse ni son côté ni ton côté, quoi. Exactement. Et c'était la plateforme qui se prêtait le mieux à ça. Et c'est magique d'ailleurs, YouTube. Hein. Ça a ouvert des espaces de conversation entre les gens qui n'existaient pas du tout. Hein. Ah, totalement. Et ça, c'est encore quand YouTube
on mettait pas de titre sur les vidéos. Donc le titre de la vidéo, c'était juste le nom de fichier. Donc c'était image 368 et c'était voilà, il y avait pas de miniature. C'était pas monétisé. Il y avait même pas de discussion du fait que ça pourrait être monétisé un jour. Ouais. Une vidéo, si elle faisait 100 vues, c'est l'équivalent de 10 000 vues aujourd'hui. 100 vues, c'était immense. 1000 vues, c'était waouh, c'était viral. C'était un succès, quoi. C'était un succès. Et petit à petit, j'étais le seul avec un ami qui s'appelait Ben à l'époque qui faisait ce truc qui maintenant on appelle le car spotting. Ce nom-là n'existait même pas à l'époque. C'était juste, on sortait, on prenait des photos de voiture. Tous nos amis trouvaient ça plutôt bizarre. Mais juste, ils venaient voir quand même. Ils trouvaient bizarre, mais ils venaient voir. Ouais, au début, pas tant que ça. Je me rappelle les premières vidéos. Franchement, pendant longtemps, ça devait être des 10 vues, 15 vues, 20 vues, 25 vues. Où vraiment, ça commençait à changer un peu, c'est que je suis rentré en contact avec des personnes, des amis de Londres qui faisaient la même chose, qui étaient un peu plus âgés et qui avaient plus de vues. Et eux m'ont fait comprendre, tu sais que peut-être un jour, si tu as plus de vues, c'est la base du marketing, il y aura des marques qui voudront travailler avec toi ou quoi. Et eux m'ont plus fait ouvrir les yeux sur, bon, peut-être qu'il y a quelque chose ici. Et en étant proche de Monaco, en ayant accès au parc automobile qui est quand même incroyable à Monaco, je peux peut-être amener quelque chose de différent sur YouTube, sur ces plateformes. Et c'est là où vient du coup un groupe d'amis qui m'ont beaucoup guidé du fait que moi je devais avoir 14 ans, 15 ans et eux ils en avaient un peu plus, donc ils comprenaient un peu plus. Et là j'ai commencé à faire les vidéos et travailler un peu plus sur les vidéos. On a commencé à faire des titres, rien que juste mettre le modèle et la marque de la voiture dans le titre, c'était déjà à l'époque c'était très réfléchi quoi comme démarche. Et ça l'est toujours parce que alors pour ceux qui connaissent pas le système, ce qu'on appelle le référencement ou au moins l'algorithme qui reconnaît les vidéos ou qui les fait remonter sur les écrans de monsieur ou de madame X qui va sur YouTube, et ça correspond à ce qu'il recherche par ailleurs, donc il faut que ça coïncide. Ouais. Donc en mettant un nom comme ça, on a plus de chances de toucher quelqu'un qui regarde des voitures souvent que pas. Complètement. Voilà. Mais ça, comme au début, on mettait juste pour le fun, on n'avait même pas cette pensée de comment est-ce qu'on pourrait avoir plus de... Ensuite, ça c'est venu. Et c'est là où, les miniatures, on pensait, ok, c'est quoi la meilleure capture d'écran de la vidéo qu'on pourrait mettre? Parce que la miniature, c'est la petite photo de couverture sur laquelle on va cliquer quand on voit une vidéo sur YouTube, ou sur Netflix, ou n'importe où, c'est le même concept. Et donc, des fois, c'était un écran noir qu'on mettait, il n'y avait rien, il n'y avait pas de photo, il n'y avait rien. Avec la petite flèche blanche classique de play. Ouais, exactement. Et ensuite, on mettait, si la voiture est sur une certaine Ferrari, on va mettre la photo de la Ferrari. Mais franchement, et là, c'était que des vidéos de voitures qui tournaient dans Monaco. C'était pas du tout des essais. J'étais loin d'avoir le permis. Mais il y a eu quelques-unes des premières où c'était des propriétaires qui nous voyaient, qui disaient monte si t'as envie, on fait un petit tour. Et ensuite, c'était la première grande étape, c'était on rentre dans une voiture de ce style, parce que aujourd'hui il y a beaucoup de contenu, que ce soit les magazines auto qui font du contenu, Top Gear. À l'époque, il y avait. Oui, j'allais te parler de Top Gear forcément. C'est un succès mondial. Incroyable. Ça, moi, c'est toute mon enfance, Top Gear. Mais un fan, je regardais ça, tous mes cadeaux de Noël tournaient autour de ça. C'était le nouveau DVD de Top Gear. Si un des présentateurs écrit un livre, c'était le livre du présentateur. Parce que c'est tous, en tant que passionné auto, c'était un peu tout ce qu'il y avait. Il y avait Automoto les dimanches, il y avait Top Gear qui faisait des trucs complètement fous et qui rendait l'automobile accessible. Donc c'était pas trop sec, c'était pas voici un essai d'une voiture qui a un tel de chevaux et voilà, c'était voici ce qu'on peut vivre autour de l'automobile. C'est vrai. Et ça rendait l'automobile accessible et fun, surtout pour quelqu'un j'avais 12, 13, 14, 15 ans. Et ça qui était la magie de Top Gear et que je pense a été très dur à reproduire depuis. Oui, parce que ce qui est bizarre, c'est qu'on connaît la recette Top Gear. Ouais. Et pourtant, c'est très peu copié. Ouais. Mais je pense que c'est parce que c'est quasi impossible de le faire avec autant de succès que les trois présentateurs anglais de l'époque. Qui ont du mal à trouver des successeurs d'ailleurs. Qui ont beaucoup de mal à trouver des successeurs parce que je pense qu'il faut être propre à soi-même et nous sur YouTube, c'est ce que, bien sûr, c'est facile de reprendre un peu les concepts qu'ils ont fait. J'ai toujours essayé de plus me dire, qu'est-ce
qu'est-ce qui serait plus ton style à toi et pas essayer de faire quelque chose qui a marché pour d'autres, qui a déjà été vu, et plus authentique à ce que qui tu es toi, ta personne, ton type de contenu. Mais même j'ai eu la chance de rencontrer quand tout commençait à un peu prendre sur YouTube, Jeremy Clarkson, un des présentateurs du Top Gear anglais, à Monaco d'ailleurs pendant le Grand Prix. Et ça c'était vraiment au tout début de YouTube et il a été très gentil où il a dit je crois que YouTube a un gros potentiel, ça va vraiment prendre un peu sur la télévision et on vous souhaite tout le meilleur, juste reste authentique à ce que tu fais. J'étais avec un autre YouTuber, à ce que vous faites. On a parlé 30 secondes, mais c'est toujours resté avec moi parce que maintenant ça semble logique de dire YouTube ça va être le futur, mais à l'époque tout le monde dans la télévision était un peu contre YouTube. Oui, sceptique. Au moins sceptique. Au moins sceptique, voilà. Et donc le fait qu'il soit là à nous donner un peu un allez-y foncez, c'était vraiment cool. Et enfin moi j'étais comme un dingue parce que c'était mon héros. Mais après on peut se dire ce que tu décris là en disant le gars lui-même avait compris que c'était le futur et que c'est par là que ça allait. On peut se dire que c'est un des rares parce qu'il n'y a pas grand monde. Toi, tu parles des gens de télé, mais est-ce que le public était prêt à ce que YouTube se prenne cette dimension-là? Je pense pas, non. Non, je pense pas. Et peut-être de dire que c'était le futur, c'est un peu, c'est peut-être un peu exagéré parce que tout. C'est peut-être un peu réducteur, ouais. Ouais, exactement. Mais je pense que personne savait ce qui allait venir. La forme que ça allait prendre, parce que c'est très différent aujourd'hui YouTube que ça l'était à l'époque. Il y a beaucoup des contenus qu'on connaît qui ont été adaptés à YouTube, et donc il y a toujours beaucoup des mêmes types de contenus ou des styles de contenus qui ont juste été adaptés, et ça je pense qu'on était très peu à le voir venir, et aujourd'hui on demande souvent, et peut-être qu'on en parlera un peu, mais c'est quoi le futur? Et ça rend la chose tellement plus dure à prédire, parce que en fait on est dans ce milieu maintenant où ça a beaucoup pris YouTube, et que maintenant c'est en regardant en arrière. On est déjà un peu saturé ou pas? Oui et non. Oui, parce qu'il y a beaucoup plus de contenu, donc c'est plus dur de se démarquer. Mais la beauté de YouTube, c'est que c'est très accessible à n'importe qui autour de nous. Tant qu'on a un téléphone, que bon, pas tout le monde a la chance d'avoir ça, mais si on a un téléphone qui peut filmer, on peut commencer à faire du contenu, et donc à la fois c'est plus saturé, c'est plus surtout. C'est-à-dire que moi, si là je sors. Alors peut-être pas moi, puisque comme je parle avec toi, je suis sûre que mon algorithme il va s'en souvenir, hein, puisque j'ai regardé des vidéos, donc il sait que je t'ai cherché. Mais je suppose que n'importe qui là qui sort, il cherche sur YouTube, il rentre ton nom, il va avoir des vidéos, quoi. Ouais. C'est ça le truc, c'est qu'il y a. C'est plus facile qu'à l'époque quand on allait dans une bibliothèque chercher un livre, quoi. Ah ouais. C'est plus facile que ça encore. Ah totalement. Et c'est la beauté de YouTube. Ce qui est plus facile aussi, c'est la création du contenu. Alors, il y a encore du contenu. Si on prend la niche dans laquelle je suis, automobile, il y a des vidéos c'est des mois de préparation, c'est des équipes de tournage immenses, et c'est plus du contenu télévision qui est posté sur YouTube. C'est de l'audiovisuel. Après, il y a du contenu qui est beaucoup plus simple, où on peut en produire plus régulièrement. Ça reste très authentique, une chose qui est très recherchée, et YouTube est même en train de retourner. Parce que YouTube et ce qui est recherché sur YouTube et ce qu'on appelle les algorithmes est tout le temps en train de changer. Et donc, par exemple, il y a une période où c'était ce qu'on appelait les daily vlogs. Et là, YouTube voulait juste un maximum de contenu. C'est vrai. Maintenant qu'on postait tous les jours, et du coup, c'était comme des blogs vidéo, donc vlog, raconter des histoires, vlog. Salut les gars. Ouais, c'était juste on filmait sa journée. Voilà. Aujourd'hui, je suis allée acheter mon pain. Exactement. Voilà. Et c'était ce qui était recherché. Puis, c'est devenu, en fait, non, on veut du contenu plus de qualité, moins régulier, mais vraiment avec une qualité audiovisuelle plus élevée. Donc là, ce qui était la priorité de YouTube, c'était le taux d'engagement et la rétention d'une vue. Donc, combien de temps est-ce que quelqu'un regarde la vidéo? Donc, du coup, il y avait moins de production de vidéos, mais d'une plus grosse qualité. Et maintenant, YouTube est en train de presque revenir en arrière, où c'est le contenu plus authentique, plus long. Donc, quand c'était des vidéos de qualité, ça tournait autour des 5 à 15 minutes maximum, le contenu qui marchait bien. Aujourd'hui, on parle de vidéos de 1 heure, 45 minutes à 1 heure. Et donc,
Ça, c'est super long. Hein. Super long, ouais. Mais la manière de consommer le contenu a changé. Parce qu'en fait, maintenant, on a tout ce qui est contenu court. Donc, Instagram, les Reels, TikTok, les Shorts. Ça, c'est hyper court. Hyper court. Mais donc, on regarde ça. Et si on veut... Donc, en général, c'est ce qui est consommé le plus. C'est les contenus courts aujourd'hui. Et ensuite, si on veut vraiment regarder une vidéo YouTube, c'est parce qu'on veut se poser et prendre le temps et pas en fait regarder une vidéo et toutes les 6 minutes devoir rechoisir la prochaine vidéo que je vais regarder, etc. C'est non, ok, je vais manger, je vais faire quelque chose ou vraiment juste me poser pendant un bout de temps. J'ai envie de mettre une vidéo et plus devoir y penser et laisser une vidéo tourner pendant 30-40 minutes. Donc, la création des contenus très courts a poussé le contenu, entre guillemets, long à être plus long. Consommé, plus long et plus consommé du coup. Parce qu'il y a eu un petit désamour à un moment donné du contenu long. On disait que ça ennuyait, que les gens regardaient pas jusqu'au bout, que le taux de rétention était très bas et qu'il y avait un réfléchissement au bout de 3 minutes, etc. C'est plus le cas aujourd'hui. Ouais, moins et il y a vraiment cette différence maintenant entre ces deux types de contenus. Et c'est fou à quel point ça a évolué parce que quand j'ai commencé sur YouTube aussi. Puis vite. C'est-à-dire que quand tu dis c'est faux, c'est-à-dire que d'une saison à l'autre, ça peut avoir changé. Ah oui, totalement. Dans l'espace de 10-15 ans que je fais ces vidéos, c'est rien à voir. Surtout, au début, il y avait juste YouTube. On postait que sur YouTube et basta. Une vidéo et voilà. Maintenant, il y a YouTube, Instagram, TikTok, Snapchat, Facebook. Donc, en termes de quantité de travail pour ce qu'on va sortir en termes de contenu, c'est beaucoup plus parce qu'il va falloir faire du contenu court, il va falloir adapter pour du contenu audio, du contenu vidéo, puis ce qui est consommé sur Facebook, c'est un peu différent que sur YouTube, donc il va falloir adapter une vidéo pour YouTube. Donc c'est plus dur aussi de sortir autant de contenu qu'avant, parce qu'avant sur YouTube, on pouvait faire une vidéo par jour parce qu'il n'y avait que YouTube auquel réfléchir pour poster une vidéo. Aujourd'hui, il y a tellement de plateformes différentes que chaque projet doit avoir une adaptation à chaque plateforme. Et donc, pour poster un nouveau projet, comme disons une vidéo d'essai sur la nouvelle Aston Martin Ferrari Lamborghini, ça va prendre beaucoup plus longtemps dans tout ce qui est post-production, parce que la journée de tournage risque d'être à peu près pareil, mais en post-production, maintenant, il va falloir penser à toutes les plateformes différentes et tous les types de contenus différents. Ce que tu es en train de nous dire quand même, là je fais une petite parenthèse pour ceux qui nous écoutent, que Seb Delaney, c'est plus le gars avec son téléphone qui sort de la maison, qui va faire une vidéo et qui remonte la poster. Hein. Il y a quand même un autre travail sur la création de contenu aujourd'hui. Je dis ça parce que c'est un peu pour rompre avec l'idée que ce qu'on regarde, c'est ce qu'on pourrait faire tous comme ça spontanément. Pas vraiment ça. Hein. C'est vrai que ça a changé. Je pense que pour être comme je le disais, sur toutes les plateformes et avoir du contenu qui est vraiment adapté à chaque plateforme, ça prend beaucoup de temps. Donc c'est plus compliqué de pouvoir. Des corrections, c'est du montage. Par exemple, j'ai la chance aujourd'hui de pouvoir travailler avec des monteurs qui sont spécialisés sur chaque plateforme. Donc quelqu'un qui va être spécialisé sur Facebook, qui va analyser ce qui se passe sur Facebook, pourquoi est-ce qu'une vidéo devait faire cette longueur-là, quelle devrait être la première phrase de la vidéo, enfin tous les trucs comme ça. Il n'y a pas de miracle. Hein. C'est ça. Et donc être spécialisé et pouvoir poster sur toutes les plateformes en même temps, c'est compliqué. Alors la beauté de YouTube, et ce que j'essaie toujours de dire aux personnes qui me suivent, c'est qu'on peut aujourd'hui, grâce à ces plateformes-là et la facilité de filmer et poster, commencer à prendre son téléphone, sortir, filmer, faire le montage et poster le lendemain. C'est toujours possible, mais du coup, il faut trouver sa niche, son genre et sa plateforme sur laquelle... Pas essayer de faire toutes les plateformes d'un coup, parce que sinon, c'est une charge de travail qui est immense. Souvent, quand on est dans cette position-là, c'est qu'on a un travail ou des études à côté, donc ça va trop distraire de ça. Donc, se dire, moi, j'ai envie de poster sur TikTok, par exemple. Ok, super. Que TikTok au début. Et ensuite, si ça marche, là, on peut regarder pour... Donc, que la grammaire TikTok. Parce que si on va sur TikTok avec une grammaire qui n'est pas la grammaire TikTok, là aussi, l'algorithme... ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Hein. Ouais, c'est comme aller jouer au tennis et prendre une raquette de badminton, quoi. Ça va être compliqué. Donc, c'est exactement ça. Est-ce que quand on poste, on a la curiosité de savoir ce que ça va donner tout de suite? Est-ce que tu te dis, j'irai voir dans 1 heure si ça a marché ou pas? Oui.
Non, ça serait mentir de dire que non. Et il faut essayer de se détacher un peu de ça. Je pense que c'est comme tout le travail. C'est ça, parce que ma question suivante, c'était et quand ça marche pas, ça donne quoi alors parce que... Ouais, mais en fait, c'est des concepts qu'on retrouve dans tous les différents boulots. Surtout les boulots qui sont poussés à des résultats vraiment nets, quoi. T'as une vraie obligation de résultat, toi. Hein. Ouais, surtout quand on commence à travailler avec plus de personnes, c'est plus juste pour Seb dans sa chambre qui veut s'acheter un sandwich le lendemain ou quoi. On est passé du plaisir au business, quoi. Ouais. Alors même si c'est un business qui te plaît, c'est plus que du plaisir. C'est pas que du plaisir, quoi. Ouais, c'est une chance incroyable de pouvoir vivre de mon rêve et de pouvoir faire du contenu autour de ce que j'adore. Mais c'est vrai qu'il faut être conscient de ce côté business. Et ça serait trop beau presque d'avoir un travail qui soit juste 100% que du fun tout le temps. Alors, ça peut se passer. Et le ratio de fun que j'ai la chance d'avoir dans mon travail est extrêmement haut. Et pour ça, je suis tellement reconnaissant. Mais oui, il y a des côtés où c'est plus sérieux. Il y a des agences derrière. Il y a des marques maintenant avec lesquelles on a la chance de travailler. Et il faut penser à tout ça de plus en plus. Et c'était un peu... Enfin, au cours des années, c'était ce qu'il fallait trouver un peu cette ligne, comment est-ce que je garde l'authenticité de faire ce que j'aime parce que quand on regarde une vidéo, on voit si c'est quelque chose qui est un peu entre guillemets forcé ou si c'est vraiment, là il y a quelqu'un qui passe vraiment un bon moment, qui fait ce qu'il adore. Et donc pouvoir développer le business tout en gardant la proximité avec son audience et cette authenticité là. Ouais, parce que tu parlais des marques qui veulent, par exemple, si je te coupe, mais tu parlais des marques qui veulent travailler avec vous. J'imagine que quand une marque veut travailler avec toi, il y a et que tu l'acceptes, ça veut dire que tu inclus dans ta vidéo quelque chose que peut-être toi tu n'aurais pas mis directement, quoi. Ouais. C'est un peu particulier. Est-ce que tu comprends si les gens peuvent trouver ça bizarre en se disant oui, évidemment, il me dit que ça c'est bien parce que s'il travaille avec eux, il va pas me dire que c'est pas bien. Que c'est pas bien. Alors oui, deux réponses à la question. Première, c'est qu'avant, c'était beaucoup plus difficile parce qu'avant, c'était vraiment, on regarde YouTube sans vraiment comprendre que ça peut être un business. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus... C'est tacite, hein. Ouais, voilà. Entre celui qui regarde et celui qui fait, enfin, celui qui poste et celui qui va regarder, c'est tacite. C'est ça qui existe. Ouais, maintenant, c'est juste un peu plus compris. Maintenant, quand on regarde une vidéo YouTube et qu'il y a une pub dedans, on dit oui, parce que c'est un travail, son travail, c'est normal, il y a une pub, on est content pour toi. Avant, c'était un peu plus, mais pourquoi il y a une pub là, ça sert à quoi? Donc ça. Et deuxièmement, il faut avoir ses règles avec comment on travaille avec certaines marques. Donc, par exemple, si je vais faire un essai auto, je vais jamais signer un contrat où il faut que tu dises que certaines choses sur la voiture. On va pouvoir mettre une lumière sur la voiture, mais bien sûr, si on travaille ensemble, je vais faire de mon mieux pour prendre des images qui mettent la voiture en bonne lumière, en valeur, etc. Mais si par exemple je la trouve lente, je vais pas dire que la voiture elle est rapide, parce que c'est un mensonge et ma crédibilité elle vient du fait que j'ai la chance aujourd'hui d'avoir pu essayer plusieurs voitures et pouvoir donner mon avis. Donc c'est ça aussi, il y a un contrat de confiance entre toi et ton audience. J'appelle ça ton audience, mais en fait c'est des gens. C'est X millions de personnes qui s'intéressent à ce que tu fais, ou en tout cas qui lui donnent du crédit. Il y a ce contrat de confiance qui existe. Est-ce que aujourd'hui, dans ce métier-là, on a les moyens de garantir que le contrat de confiance il est respecté? Ouais, parce que maintenant il y a cette entente entre les marques automobiles et les créateurs de contenu beaucoup. Donc la réalité, c'est que en termes de revenus, très peu vient des marques automobiles parce que justement on peut pas vraiment faire des essais. Ça vient des accessoires et même de choses qui sont rien à voir, comme des habits, des vêtements, des choses comme ça. Parce que là on peut se mettre dans une vidéo avec une certaine montre, un pull ou quoi, et ça n'a pas d'effet sur la crédibilité de ce qu'on fait. Souvent, si c'est pour travailler avec des marques automobiles, et j'ai la chance de le faire régulièrement aujourd'hui, ça va être on te met à disposition une voiture. Ou on va te prendre tes vols pour venir tester la voiture sur une très belle route, parce qu'en fait cette route-là elle est adaptée à notre voiture, on veut qu'elle soit mais il n'y aura pas d'échange d'argent nécessairement.
où il y en a... C'est important ce que tu dis là, parce que quand il n'y a pas d'échange d'argent, il n'y a pas de contrat d'obligation non plus. Ouais, exactement. Alors, des fois, il y a quand même de l'échange d'argent, mais ça va être par exemple pour une présentation d'une nouvelle voiture et non pas un essai. D'accord. Donc ça peut être un... il faut que tu fasses la promotion d'un lancement. D'un lancement d'une voiture. Ouais. Donc McLaren sort une nouvelle voiture, ce qu'on va faire, c'est on va la mettre sur le port de Monaco et on va enlever la bâche et voici la nouvelle voiture. On a envie que tu viennes, que tu fasses un post Instagram là-dessus. Et voilà. Donc moi je fais mon post Instagram, voici la nouvelle McLaren. Bon, j'ai pas eu l'opportunité de l'essayer, mais la voici. Et ce qu'ils cherchent là, c'est juste la visibilité sur le nouveau produit, pas nécessairement. Donc moi, j'informe mon audience qu'il y a ce nouveau produit, et là, il peut y avoir un échange d'argent. Oui, mais en même temps, quand tu fais ça à ton audience, tu lui dis pas la McLaren, elle est super. Exact. C'est la voici. Tu dis voilà, je vous la montre, mais tu leur dis pas c'est la voiture qu'il vous faut, quoi. Exactement. Ça. Donc ça c'est, et ça il fallait l'apprendre. Enfin. On en parlait juste avant de commencer ce podcast où, avec d'autres travails, il y a un peu des lignes directives qu'on peut suivre pour arriver à... C'est ça. Et certaines choses à ne pas faire. Par exemple, si on veut être docteur, avocat, professeur, etc. On sait, bon, il y a certaines choses, il ne faut pas les faire, et voilà. Tandis que nous, on était la première génération de maintenant ce qu'on appelle des youtubeurs. Et donc, il fallait apprendre tout ça. Il fallait apprendre, ok, attends, mais il y a une marque qui me propose tant pour faire ça, mais attends, mais est-ce que éthiquement ça marche? Enfin, moi, j'allais dire, toute cette expérience que vous faites, c'est cette expérience-là qui vous montre les réponses qu'il faut fournir, enfin, ou les questions qui se posent. Ouais. Parce que, en fait, au départ, tu connais pas les questions. Puisque justement personne l'a jamais fait avant toi. Ouais, c'est ça. La seule manière d'essayer d'avoir un peu de se guider, c'était en regardant les industries qui existaient déjà, c'est-à-dire magazines, radio, télévision, marketing traditionnel que des marques font, et de voir les codes un peu de celles-ci et essayer de ensuite laisser ça nous guider un peu. Donc même comment intégrer, quelle sorte de langage est-ce qu'on utilise quand on intègre un produit. Moi j'avais 17, 18, 19 ans quand je commençais à travailler avec les marques. Et oui, parce que c'est ça aussi, Saba, c'est dans votre métier, dans ton métier et celui de tous tes confrères, le trait d'union qui vous unit tous, c'est le fait que vous êtes tous jeunes. Ouais. Il y a des exceptions, mais en général, on est jeunes. Ouais. Oui. En tout cas, il peut y avoir des youtubeurs qui sont un peu plus âgés, mais ils ont de l'expérience sur YouTube. C'est-à-dire qu'ils ont commencé comme ça. Et ça, c'est un... Alors, moi, je cite toujours la phrase, je crois que c'est Bill Gates qui avait dit, ou Steve Jobs, je sais plus, qui avait dit, dans 20 ans, 80% des emplois sont inconnus aujourd'hui. Ça veut dire, vous savez même pas les métiers qui existeront dans 20 ans, vous ne les connaissez pas. Le fait que cette jeunesse arrive sur un marché, qu'elle invente des nouveaux métiers, est-ce que c'est pas aussi le signe que on a une époque qui arrive au bout de plein de concepts, quoi? Ouais, ou qui évolue de plus en plus vite. Ouais, parce que même vous, les youtubeurs, ça évolue vite pour vous, quoi. Ah mais moi aujourd'hui il y a plein de domaines dans ce qui est réseaux sociaux où j'ai l'impression d'être complètement en arrière et de pas tout comprendre. Snapchat par exemple, j'ai pas Snapchat, mais j'ai du mal à comprendre le contenu qu'il faut mettre sur Snapchat. Moi je comprends pas l'idée même de dire ça disparaît une fois que tu l'as vu, quoi. Exactement. Donc non, ça évolue tellement vite et je pense que c'est comme dans tout, et je suis pas... J'aimerais bien avoir toutes les réponses sur ce qu'il y a dans le futur. Ouais, ça c'est sûr. J'aurais pu te poser la question, comment tu vois cet univers dans 5 ans? Parce que c'est même plus 10 ans ou 20 ans. Hein, moi je dirais même, quel genre de contenu est-ce qu'on va poster dans 1 an et demi? Je sais pas, on va voir. Alors, pour moi, en tout cas, là, réponse rapide de tête que je dirais, et la manière que j'essaye d'évoluer dans ce monde et que j'ai toujours essayé de faire, c'est il faut juste se dire quelle est la base du contenu que tu fais, pourquoi est-ce que tu as la chance aujourd'hui de pouvoir partager ça avec une audience. C'est parce que tu donnes ton point de vue qui est peut-être assez particulier, il est simple à toi,
tu restes authentique. Par exemple, moi, mon style de contenu, c'est, écoutez les gars, je suis juste un passionné auto, qui a toujours aimé les voitures, qui aujourd'hui a une chance incroyable de pouvoir tester des voitures. Venez avec moi, on kiffe, on passe un bon moment. Vous avez peut-être eu une longue semaine au travail et vous voulez juste passer 20-30 minutes à profiter et vous aimez bien les voitures et on va passer ce moment ensemble. Ce format-là, je sais pas, peut-être que je me trompe, mais ça peut marcher sur différentes plateformes. Donc ensuite, il faut peut-être adapter la forme exacte comme on parlait avant et plus réfléchir sur est-ce que ça va durer 30 minutes, 20 minutes, 10 minutes. On est sur du format, hein, c'est vrai. Sur du format, mais la base du contenu, c'est on a cette passion commune. Je suis comme vous, juste un gars qui aime beaucoup les voitures. Laissez-moi et même, enfin, je suis là à même pas moi vraiment comprendre comment j'ai la chance aujourd'hui d'être dans cette position de pouvoir tester des voitures. Je t'écoute et je me dis, est-ce qu'il y a une raison que tu pourrais me donner en tout cas, que tu penses être pourquoi ça a marché? Il y a une vraie. Alors, moi, j'ai regardé évidemment, puisque comme je me suis dit, je vais avoir Seb en face de moi, il faut que je parle d'un truc que je connais, parce que sinon je suis pas crédible. Donc j'ai regardé et je me suis dit tout de suite. C'est un peu ce que tu répètes là. Moi, j'avais l'impression qu'on se connaissait en fait en regardant les vidéos. Il y a une vraie proximité, un vrai truc de copain qui est voilà. C'est peut-être ça. Ben peut-être honnêtement. Je sais pas, je pensais plein de choses. Je pense que j'étais au bon endroit au bon moment aussi, à faire des vidéos sur YouTube. Il y a une partie de ça. Ça, Steve Jobs, il l'a dit. Hein. Moi, j'ai inventé le micro-ordinateur au moment où tout le monde voulait en faire. Exactement. Donc, sinon, ça aurait pas marché. Hein. Ouais. Il y a un côté de ça. Il y a un côté de vraiment aimer ce que je fais et aimer. Et je pense que pas tout le monde est nécessairement comme ça, mais aimer partager des moments avec des personnes qui ont la même passion. Donc, aujourd'hui, mon meilleur ami, par exemple, c'est quelqu'un qui suivait mes vidéos et on est devenus potes parce qu'on s'est rencontrés comme ça, il est venu me voir. Et beaucoup de mes amis aujourd'hui, c'est ça. Et peut-être que oui, c'est cette proximité avec l'audience. C'est peut-être la manière où comme je suis un passionné auto, je vais me demander les mêmes questions. Quand je vois une voiture, je me demande les mêmes questions que beaucoup des autres passionnés. Bon, ok, mais pourquoi ils ont mis ce bouton-là? Je comprends pas. Ou ça, c'est plutôt cool qu'ils sont revenus en arrière. Ils ont refait ce style de moteur qu'on aimait beaucoup, comme un autre passionné. Et je vais pas trop le regarder d'une manière où j'essaye de mettre en avant un certain format. On va que parler de la technique, ou je dois essayer de booster les ventes sur un certain truc. Non, tout ça, je m'en fous. Ce qui m'intéresse, c'est juste qu'à premier abord. Dire comme tu t'en fous, ça marche. Ouais, à premier abord, quand je vois une voiture, qu'est-ce qui moi m'intéresse, et qu'est-ce que je trouve cool et qu'est-ce que je trouve moins cool. Et de pouvoir, j'ai la chance aujourd'hui où sur YouTube il y a moins de code, donc je peux dire un peu ce que je veux comme je veux. Et ça garde cette authenticité. Et aussi, peut-être, pour revenir au bon endroit au bon moment, j'ai commencé assez jeune. Et donc, beaucoup des personnes qui regardent les vidéos ont grandi avec moi aussi. Mon style de contenu a changé, ma manière de parler a changé, ce que je partage a changé. Mais on a grandi ensemble. Donc, moi, j'ai la chance aujourd'hui de rencontrer des personnes où on est presque comme potes parce que ça fait 10 ans qu'ils regardent les vidéos. Et donc, moi, j'ai du mal à regarder mes vidéos d'il y a 5 ans, mais comme tout le monde, quand on voit des photos de nous il y a 5-6 ans, ou des vidéos, on se dit, mais pourquoi je portais cette tenue? Pourquoi j'avais cette coupe de cheveux? Pourquoi j'ai dit ça de cette manière? Mais tout le temps, je suis incapable de regarder ces vidéos. Pourquoi je faisais ce plan-là? Exactement, pourquoi je faisais ça? Mais je pense que la raison que j'ai laissé beaucoup de ces vidéos, c'est que c'est une partie authentique de pas juste le contenu, mais de ma chaîne YouTube. On peut aussi voir Seb passer de quelqu'un de 18 ans à quelqu'un de 27, 28, 29 ans aujourd'hui. Donc, il y a eu des moments où je postais que de l'automobile, il y a eu des moments où je postais plus toute ma vie à côté. Ça, aujourd'hui, je fais un petit peu moins. Bah oui. Mais, ça, il faut qu'on en parle aussi, parce qu'on parlait de ce métier qui est pas très encadré encore. Alors que ce soit légalement ou pas seulement d'ailleurs, c'est pas qu'un problème de texte de loi, c'est aussi un problème de best practice, de comité d'éthique. Enfin, il y a beaucoup de choses qui manquent. Il y a autre chose qui est dans ce métier qui est compliqué, c'est la relation au public. C'est ce que tu viens d'aborder, tu vois, spontanément. C'est où est-ce que je m'arrête? Ouais. C'est une bonne question. Voilà. Où est-ce que ça devient autre chose? Ok, je suis passionnée, j'aime ça, mais où est-ce que ça devient très intrusif?
et que ça me rend fragile du coup, ou ça m'expose, ou en tout cas ça va plus loin que ce que j'aimerais. Ouais. Et c'est là où on était en train d'écrire ce livre, ces règles, comme on dit, pour ceux qui succèdent après, ouais. Parce que oui, on était parmi les premiers à faire ce genre de contenu. C'est sûr que je suis toujours en train d'essayer de trouver cette ligne. Je pense que tout... C'est vrai ? Ouais. Tu cherches encore ? Ouais, il y a des moments en fait où j'ai envie de partager certaines choses parce que je les trouve fun. Je sais que ça va peut-être intéresser mon audience. Et c'est, regardez les gars, on fait ça, on est parti ici. Et après, des fois, oui, je suis peut-être allé un peu trop loin en postant plus sur ma vie privée. On faisait surtout qu'on faisait les daily vlogs. Donc, c'était tous les jours qu'on postait. Et donc, tous les jours, ça veut dire que... On finit par parler de soi, ouais, c'est sûr. On finit par parler de soi, mais des choses même aussi simples que... on filmait une maison où c'était très facile de situer où était la maison. Des choses comme ça, où donc ensuite il y a du monde qui vient à la maison, il y a... je me suis déjà fait voler une voiture, des choses comme ça, ou même niveau sécurité. Le problème, c'est qu'on n'est pas dans un monde idéal. Hein, exact. Et que toi, tu peux être animé d'une bonne intention, mais t'es pas 100% sûr que tout le monde, toute l'audience a la même bonne intention. Quoi. Exactement. Et des fois, ils ont une bonne intention, ils veulent juste venir à dire coucou ou à la maison, ça part d'une très bonne intention. Mais donc, salut, je t'ai vu, j'aimerais juste te dire bonjour. Exactement. Mais ouais, donc trouver cette ligne, c'est sûr, c'est quelque chose. Et après aussi, juste bon, moi, ça reste un petit niveau hein, comparé à des youtubeurs qui ont des vingtaines, trentaines, quarantaines de millions de followers, où là, ça change vraiment leur vie et la vie des personnes autour d'eux. Mais il y a aussi être jeune et avoir une certaine audience. Et donc, des fois, on est à 18 ans, on va dire certaines choses, mettre certaines choses dans une vidéo sans réaliser que ça peut peut-être être mal interprété. Et il n'y a pas vraiment d'école pour ça. Avec l'âge et avec le contenu qui sort, on sait un peu plus. Tu disais, il y a des agences autour de nous. Il n'y a personne dans ces agences qui est un peu comme pas un chief editor, mais quelqu'un qui peut donner un petit retour avant. Ouais, de plus en plus. De plus en plus maintenant. Ça me semblerait utile quand même. Ouais, non, maintenant à l'époque, c'était plus compliqué parce que souvent les agents étaient un peu plus âgés et donc comprenaient pas trop nécessairement le contenu qu'on faisait. Donc souvent ils disaient non, tu peux pas poster ça. Et du coup, toi, tu savais, non, je pense que mon audience vont trouver ça cool. Tu mettais, et il y avait aucun problème. Donc après, le jour où il disait faut pas poster ça et qu'il avait vraiment raison, toi, peut-être par cette arrogance d'être jeune et du fait que les dernières fois qu'il t'a dit ça et que t'as posté, ça a marché, tu dis non, mais c'est bon, tu postes et tu réalises, j'aurais peut-être pas dû. Cette fois-ci, j'aurais dû écouter. Donc ouais, il y a ça. Alors, moi, j'ai eu beaucoup de chance où mes parents, je suis extrêmement proche avec eux. Et ils regardent chaque contenu qui sort. Ils sont toujours là à me soutenir. Et ils m'ont beaucoup aidé de ce côté-là. Mon père a travaillé dans le marketing. Ma mère a travaillé pour la BBC pendant longtemps dans la production. Ah, ça sort pas de nulle part quand même, hein, tu vois. Ouais, ils voyaient ce côté. Au début, ils comprenaient pas nécessairement YouTube quand j'étais très très jeune, 13, 14, 15, 16, 17 ans. Après, j'ai quitté mes études pour le faire. Et... C'était le support qu'ils ne comprenaient pas, mais le contenu, je suis sûre qu'ils comprenaient. Ouais, ou même par exemple les contrats avec une marque. Donc, mon père qui travaille dans le marketing, dans le sponsoring, connaissait très bien les contrats pour des sportifs ou pour des événements et tout. Et donc, il pouvait regarder un contrat et dire « Ah non, par exemple, là, il demande des droits sur quelque chose à vie. » Ou quand moi, j'ai 18 ans, je comprends rien. Je vois un contrat, je me dis ça serait top, je peux m'acheter une nouvelle PS5 avec ça ou quoi. Qu'est-ce que t'as fait avec la première fois que t'as fait du cash avec ça? Qu'est-ce que t'en as fait? J'ai dû faire quelque chose de bête, je sais plus drôle, j'ai dû faire. Moi, tu sais, la première fois que j'ai gagné de l'argent, si je te raconte, j'ai foncé au magasin de jeans, je me suis acheté un jean. Hein. Ouais. Un truc que je voulais un jean que mes parents voulaient pas m'acheter parce qu'il y avait un trou. Ouais. Tu vois? Ouais. Donc la première chose que j'ai faite, je suis allée m'acheter le jean à trou, quoi. Ouais. Je pense que moi, honnêtement, la réponse, ça doit plus être... j'aurais peut-être pu me prendre un jean, je l'ai peut-être fait, mais que je me souviens, c'était des nouvelles caméras. Ah ouais. Et ensuite, quelque chose que... comme j'étais assez jeune, tous mes amis, ils étaient soit à l'école ou à l'université juste après.
Et donc, on n'avait pas les mêmes opportunités. Comme je travaillais, j'avais la chance de gagner un petit peu ma vie et je voulais faire certaines choses, voyager, aller dans des restaurants, des trucs. Et ben, mes amis ne pouvaient pas nécessairement venir avec moi ou quoi. Et donc, beaucoup, c'était sur on va kiffer ensemble et de pouvoir partager ça avec les personnes autour de moi. Ensuite, les voitures. C'était sur la plus grosse dépense. Ensuite, c'était les voitures. Et c'est toujours le cas. Parce que le problème de la voiture, c'est que ça continue de coûter cher quand même. Ouais. Mais pour nous, c'est différent. Il n'y a pas démocratisé avec la voiture. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses comme ça qui coûtaient très cher. Un ordinateur, il y a 30 ans, c'était celui qui voulait s'acheter un Mac. Alors, peut-être 30 ans, non, puisque c'était le début des Mac. Tout début, Mais parlons juste avant, un ordinateur, c'était hyper cher. Voilà. Et puis c'est devenu presque aujourd'hui, on s'achète un ordi comme on... Voilà. Parce qu'on peut acheter aussi de manière différente. Maintenant, il y a les financements payés en plusieurs fois. C'est ça. Tout ça, donc c'est devenu plus démocratisé. Ouais. Mais la voiture, ça reste, quand on veut quelque chose de beau, c'est ou de technologique, ou de compétitif, ça reste cher. Limite encore plus aujourd'hui. Parce que maintenant, à Monaco, on a la chance que les prix n'ont pas explosé autant que dans d'autres endroits. En France, maintenant, aujourd'hui, ça coûte très très cher d'avoir n'importe quelle voiture, mais surtout des voitures avec des gros moteurs. Les voitures électriques, c'est cher aussi. Hein. Les voitures électriques, c'est très cher. Ouais. La technologie est très chère. Une bonne Tesla, c'est-à-dire un modèle avec de l'autonomie, avec de la puissance, avec une belle carrosserie, ça coûte, avec de l'innovation, avec le beau window, ça coûte cher. Limite encore plus, parce que ce que coûte réellement une voiture, si on a le capital pour l'acheter, c'est la décote. Et avec les voitures électriques, la technologie évolue tellement vite que la décote est immense. Et donc, en réalité, ce qui coûte une voiture, c'est beaucoup plus long. Après, la voiture électrique, souvent, quand on est youtubeur automobile et on a tendance de poster sur des supercars, on se dit, il doit être contre la voiture électrique. Pas du tout. Je trouve que la voiture électrique, c'est une évolution qui a été géniale, mais juste dans certains contextes, dans pas tous les contextes. Donc, on est en ville, quelque part, comme ici à Monaco. C'est génial. C'est top. C'est le top. Moi, c'est ce qu'il faut. Ouais, voilà. Moi, j'en ai une. Moi aussi, j'ai une Twizy. C'est ça. Il faut pas sortir de Monaco, par contre. Parce que si tu fais 17 ou 30 ou 40 km, c'est pas très rigolo. Mais si tu fais des toutes petites distances, souvent, c'est parfait. C'est l'idéal. C'est sûr, si on fait de l'autoroute beaucoup, ou si on veut avoir une voiture plaisir, donc on achète pour le caractère, là, c'est notre histoire. Et aussi, je pense que c'est un peu par malchance pour la voiture électrique, disons, c'est venu à un moment où les manières d'acheter les voitures ont changé. Donc aujourd'hui, il y a beaucoup de leasing, de financement qu'il n'y avait pas avant. Et c'est souvent des contrats qui, naturellement, amènent à la fin son temps avec une voiture. Donc avant, on achetait une voiture et on la gardait 7, 8, 9, 10 ans. Et changer de voiture, c'était un énorme truc. Aujourd'hui, avec les leasing, tous les 2 ans, 3 ans, souvent, il y a un changement de voiture. Et sans que ça coûte très cher, d'ailleurs. Sans que ça coûte très cher. Mais ce qui est pas top avec ça pour l'environnement, c'est que au niveau recyclage de voitures, la consommation de l'automobile, c'est moins bien. Donc, une voiture électrique, si on est dans la ville et qu'on l'utilise sur des courts trajets et qu'on se dit, je l'achète et je vais pas changer tous les 2 ans de voiture, là, c'est génial. Mais c'est juste, en fait, il faut un peu plus, c'est tout nouveau. La mienne, elle a 5 ans. Génial. J'ai pas de raison de la changer. Tant que la batterie fonctionne, je changerai pas la voiture. Donc, je pense que ça devrait être la priorité. C'est comment est-ce qu'on peut donner envie ou féliciter les clients qui ont acheté une voiture et comment est-ce qu'on peut soutenir les clients d'une voiture électrique pour qu'ils gardent leur voiture plus longtemps. Donc, est-ce que c'est en mettant une garantie sur les batteries, en mettant des changements à des prix très intéressants sur les batteries, plutôt que de pousser à la surconsommation des voitures où ça change tous les 2-3 ans? Alors, je suis d'accord avec toi. Le truc qui reste avec la voiture et qui est complètement incontrôlable, c'est le plaisir. Donc, le plaisir, c'est aussi l'esthétique. Oui. Et le problème des voitures, c'est que ça vieillit vite. Ça, c'est sûr. Ça vieillit très vite. Une voiture qui a 3-4 ans ou le nouveau modèle de la même voiture, on voit tout de suite la différence. Oui. Ça, c'est aussi parce que maintenant, l'intérieur, c'est que des écrans et la technologie sur tous les écrans évolue tellement vite qu'un
Ouais. Une voiture d'il y a 5 ans peut avoir un système où ça fait très vieux dedans. Moi, je te parle aussi de la carrosserie. Hein. Ouais, aussi. Et les couleurs. Ouais. C'est-à-dire, il y a certaines catégories de gris, il y a 3 ans, c'était ça qu'il fallait avoir. Ou c'était la mode. Ouais. Voilà. Il y a des bleus il y a des couleurs qu'on prend plus pour les voitures, quoi. Ouais. Tu vois, et tout de suite, ça veut dire que... alors... Mais ça, on peut changer. Au pire, la couleur, on peut la changer. Aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle le covering sur les voitures. Ouais, c'est vrai. Je sais pas si t'as vu ça, ça c'est génial. Ouais. Et ça permet de... C'est incroyable, ça, d'ailleurs. Ça, c'est top. Ouais. Ça, c'est top. Je viens de faire sur une voiture il y a pas longtemps, et ça, la voiture, je la reconnais plus. C'est complètement différent. Ça a changé. T'as l'impression que t'as changé de voiture. Ouais, complètement. C'est vrai? Complètement, ouais. Ça protège la peinture en plus. Donc c'est vrai, c'est génial, parce que si, par exemple, une voiture neuve, souvent ce qui va se passer, c'est tu vas acheter une voiture et je sais pas, j'adore le orange, disons, mais une voiture orange, c'est dur à la revente. Donc ça peut être intéressant de dire, bon, ok, noir c'est top à la revente, ouais. Donc je vais prendre la voiture en noir, je vais moi-même me faire profiter avec un covering orange, et le jour où je veux vendre la voiture, j'enlève le covering, la peinture noire elle est neuve en dessous, parce qu'elle a été protégée pendant 5 ans. Ouais. Moi j'ai eu ma voiture orange, et maintenant à la revente, c'est une voiture noire, je la revends rapidement, facilement, et donc ça sert à ça aussi. Oui, bah, de toute façon, l'évolution dont tu parlais tout à l'heure, c'est une évolution aussi dans les habitudes et c'est une évolution dans ce qu'on propose. Parce que forcément, tout le monde s'adapte, hein, mais... Et ça, on pourrait en parler pendant des... Là, il faudrait faire un podcast. Il faudrait faire rien pour ça. Ouais. Moi, ce que j'ai envie de te demander, puisque tu as abordé le truc en disant « je suis pas contre les voitures électriques, etc. Est-ce qu'il y a eu cette tendance... y compris même au sein de l'Union européenne qui voulait supprimer les moteurs thermiques à l'horizon 2035. Et finalement, on se rend compte que tout ce joli monde est en train de faire un petit peu un U-turn. Alors peut-être pas complet, mais quand même. Quand même un petit peu. Quand même un petit peu. Est-ce que ça veut dire qu'on est à la limite de ce qu'on pouvait attendre de la technologie sur les voitures électriques ou... Ouais, et surtout, je pense que le marché n'a pas évolué ou était aussi prêt pour l'électrique que peut-être que ce qu'on pensait. Bon, moi, je te disais, j'ai pas envie de sortir de Monaco avec ma voiture parce que déjà, j'ai un problème de charge. C'est-à-dire que si je fais 800 km avec ma voiture et que je dois m'arrêter tous les 200 ou 300 km, bon, la mienne, elle a une toute petite autonomie, donc tous les 150 km, je dois m'arrêter 5 heures. Enfin, je vais jamais... Je vais mettre 10 ans, quoi. Ouais. Non, je pense que c'est vraiment des soucis d'infrastructure, du marché qui ne soit pas prêt, de financement, parce que ça coûte encore cher, les électriques. C'est vrai. Par exemple... En moyenne, pour la même puissance, ça coûte plus cher, ça, c'est sûr. Ouais. Mais par exemple, à Monaco, où l'infrastructure est là, où il y a... Ah, là, pour le coup, il y a des bornes partout. Il y a des bornes de partout. Gratuites. Il y a eu le soutien de la principauté pour faire évoluer. Là, génial. Donc, mais de faire ce que Monaco a pu faire dans le monde entier, c'est très difficile. Et donc, je pense que c'est ça qui veut dire que aujourd'hui, ce qui fait faire le U-turn beaucoup, c'est les marques elles-mêmes et surtout les concessionnaires qui ont du mal à vendre les voitures. Et donc, et c'est des industries énormes. C'est des centaines de milliers d'emplois. C'est plein de choses où le lobby de la voiture, c'est un lobby affluent quand même. Hein. Exactement. Oui. Donc, si la clientèle n'est plus là, ou la clientèle qui était là ont tous déjà les voitures électriques et celle qui était un peu réticente n'est pas prête parce que maintenant l'infrastructure est déjà trop saturée et la technologie n'est pas en train d'évoluer à la vitesse qu'on le pensait. Donc, il y a encore ces soucis de recharge et tout. On est d'accord qu'il y a ça aussi, Sabin. C'est que la technologie... C'est-à-dire qu'il y a 5 ans, on nous promettait plus d'autonomie, plus de rapidité de charge, etc. On n'y est pas tout à fait arrivé. Hein. Ouais, ça commence à coûter plus. Déjà, il y a le coût de l'achat de la voiture, puis le coût de recharge, de l'électricité. Donc, il y a ces côtés-là. Et je pense aussi que si la priorité est vraiment sur l'impact environnemental, il y a aussi des sujets à discuter là-dessus sur est-ce que la voiture électrique c'est vraiment la meilleure chose. Oui, la batterie au lithium, on n'est pas sûr quand même. Exactement, déjà ça. Et ensuite, comme ce que je disais, c'est ce recyclage et cette consommation de l'automobile qui a changé. Des fois, c'est peut-être mieux que quelqu'un ait une voiture et la garde beaucoup plus longtemps, parce que à chaque fois qu'on doit recycler une voiture, la batterie lithium c'est assez difficile à recycler. Je suis pas 100% un expert là-dessus, mais de ce que j'ai compris,
Donc ça a une complication. Et vu la grosse décote qu'il y a, on a une tendance à vouloir vendre la voiture plus vite pour pas assumer la plupart de la décote. Donc il faudrait plus rendre la voiture financièrement intéressante à un client à un long terme, pour qu'il la garde plus longtemps. Et entre-temps, mettre en place l'infrastructure. Et là, ça peut être plus intéressant. Et peut-être ça fait partie du U-turn. C'est bon, 2035, par exemple, qui était la date où il y avait beaucoup de discussions que tout allait changer. On n'y est peut-être pas encore. Mais entre-temps, il ne faut pas juste essayer de produire de plus en plus de voitures électriques et les mettre à des prix intéressants. Il faut réétudier toute la structure financière et le business model. Et aussi l'infrastructure derrière. Et ces deux choses-là, je pense que c'est les plus grosses barrières d'entrée à beaucoup de clients pour la voiture électrique. Ouais, alors il y a ça, et puis il y a, et ça c'est une chose qui a plus rien à voir, c'est on aime le bruit, on aime l'odeur, enfin il y a des gens qui ont avec le thermique, ils ont un attachement qui est presque sensoriel, quoi. Complètement. Et donc ça se remplace pas non plus. Et ça, dans mon monde, on parle tous de ça. Et moi, je suis. C'est vrai. Bah, moi, je suis pas tombé loin. Alors. Ouais, non. Je suis, bien sûr, je suis un fan automobile. Ce qui me fait vibrer, c'est un beau bruit, c'est des belles sensations et enfin, j'ai une voiture de 1967. C'est pas pour son autonomie que je l'ai acheté manuel. Ouais. Parce qu'alors la boîte automatique, c'est quand même la fin. C'est la fin du pilotage plaisir, quoi. Ouais, complètement. Enfin, moi qui aimais conduire en manuel et aujourd'hui je conduis en automatique, bah, c'est plus du tout la même chose. Ouais. Ça m'intéresse beaucoup moins d'ailleurs. Ouais, ben c'est sûr. Mais je pense que ce qui peut être fait, et c'est peut-être un luxe parce que ça voudrait dire avoir deux voitures, donc c'est sûr que c'est un luxe, mais c'est de mettre en avant le un ne va pas sans l'autre. Donc on peut aimer, par exemple, pour le quotidien et les petits trajets, une automatique, une électrique, et ça a son but. Donc ça revient à ce que j'ai dit un peu au début de ce sujet, où je disais une voiture électrique c'est génial, avec la bonne utilisation, dans le bon cadre, il n'y a rien de mieux. Par contre, si on veut sortir un dimanche pour faire les routes de la Turbie juste au-dessus ici, oui, là, il faut... c'est peut-être pas... c'est pas l'idéal. Là, on aime tous la même chose. On aime avoir du caractère, du bruit, etc. Donc, c'est juste... De la reprise, toutes ces choses-là. Donc, on peut pas espérer de vouloir enlever ça à tout le monde et remplacer cette passion dans tout contexte. Et presque, ça crée un peu cette animosité entre les deux mondes. Tandis qu'en fait, ce qui serait top... il y a les pros and cons. Hein. Oui, il y a les pros and cons pour les deux. Pour les deux. Ouais, pour les deux. Ouais. Mais un peut aller avec l'autre et ça dépend de l'utilisation. Alors, je comprends que pour la majorité des personnes, on n'a pas le choix de pouvoir profiter de ces deux côtés-là, donc il faut choisir. Et ça, chacun est libre à son choix. Mais si on prend vraiment... Parce que on va jamais pouvoir convertir quelqu'un en disant t'es passionné auto, tu l'as toujours été, t'as toujours aimé les plus vieilles voitures, les boîtes manuelles, et pour ta conduite du dimanche après-midi, on veut te convertir à l'électrique, ça va jamais marcher. Non. Donc il faut juste accepter ça et se dire bon, ça c'est pas le focus. Là où il faudrait que ce soit le focus, c'est sur ce marché plus du quotidien, et pourquoi pas maintenant juste mettre en place un système qui soit vraiment plus logique, long terme, profitable, que ce soit pour l'environnement, que ce soit pour le client, que ce soit pour les marques, pour les concessionnaires, pour booster les ventes, parce qu'en ce moment, les ventes sont en chute libre, et ça fait tomber tout un marché et beaucoup d'emplois autour. Bah, tu vois, finalement, c'est un bon parallèle que tu es en train de faire avec ce qu'on disait tout à l'heure sur les médias classiques et les réseaux sociaux et YouTube, c'est-à-dire que c'est pas la même utilisation. Pas du tout. Et les deux vont... Il faudrait pouvoir combiner les deux. Ceux qui annonçaient la fin des médias classiques et notamment des journaux papier en disant maintenant plus personne n'achètera de journaux papier, ce qui est pas vrai d'ailleurs. On avait prédit la mort des journaux papier sur les 5 ans. Je pense que ça c'était il y a 20 ans, ils sont toujours là. Donc c'est important de comprendre que peut-être on va pas remplacer les choses. On va juste multiplier les formats en fonction des usages. Exactement. Là, là, l'automobile avec l'électrique, mais les montres, par exemple, avec les Apple Watch et tout le monde disait, c'est fini, pourquoi maintenant, une belle montre, c'est un bijou, ça n'a jamais autant vendu qu'aujourd'hui. Donc, non, c'est pas qu'on va remplacer, et t'as entièrement raison, c'est comme ça avec et parce que nous, aujourd'hui, on est sur YouTube, on parle de YouTube aujourd'hui, s'il faut, pour la question de tout à l'heure sur qu'est-ce qu'il y aura dans 20 ans,
YouTube, ça risque d'être un ancêtre de même plus exister, on ne sait pas. Donc ça pose un problème quand même, pardon, hein, si tu vois, je t'écoute et tu me dis, s'il faut, ça n'existera plus, ça pose un petit problème, c'est-à-dire que qu'est-ce qu'on va faire de tout ce qu'il y a sur la plateforme et qu'on n'aura plus? Parce que toi, une fois que tu l'as posté, j'imagine que tu le gardes pas forcément en individuel chez toi, parce que sinon c'est beaucoup de stockage, ça prend beaucoup de place sur tes bays, c'est compliqué. Donc, qu'est-ce qu'on va faire de cette archive mondiale qui va disparaître? Je sais pas. En anglais, l'expression we cross that bridge when we get there, on passera ce pont quand on y arrive. C'est ça. Genre ça on directement. L'apprendra en marchant, quoi. On l'apprendra en marchant, ouais, c'est ça. Donc, on verra. Peut-être ça sera réadapté. De plus en plus, il y a des offres de certaines plateformes pour racheter les droits à certains contenus. Je pense à MSN. Toi, quand tu postes, voilà, pardon, hein, mais quand tu postes sur YouTube, tu dotes tes droits à YouTube? Non. Non. Donc, le contenu peut être repris et posté sur d'autres plateformes. Ok. Donc, à YouTube, on partage les frais des pubs. Donc, quand il y a la pub qui vient au début, c'est partagé avec YouTube. Mais il y a beaucoup de YouTubeurs aujourd'hui qui vont vendre comme leur catalogue. Enfin, beaucoup. Pas tant que ça. En réalité, c'est quand même quelque chose d'assez nouveau, mais qui vont vendre un peu comme leur catalogue. Mais les droits à une autre plateforme. Aujourd'hui, il y a MSN qui reviennent un peu avec du contenu vidéo. On les avait enterrés et puis finalement ils sont là. Ils reviennent et eux vont venir à certains youtubeurs. Est-ce qu'on a le droit d'utiliser tes contenus? Il y en a où on va monétiser par vidéo, on t'envoie un virement tous les mois pour ce qui est arrivé. Ou c'est on te donne un prix fixe pour acheter 100, 150, 200 de tes vidéos. Combien tu en as, toi, là? Oh, je sais pas. Faudrait ça. Ouais, je sais pas, peut-être 1000. Peut-être plus, non? Peut-être plus. Peut-être plus, quand même. Peut-être plus. Je sais que sur Instagram, j'allais dire 6000, mais je suis pas... Est-ce que ça, c'est une grosse exagération? Il me dit 1000, en fait, il était loin. Quand je dis peut-être plus... Je regarde vite fait. Ouais, 6900 posts sur Instagram. Ah bah, tu vois. Bon, ça, c'est pas des vidéos. Donc, sur YouTube, peut-être ça doit être 1500, quelque chose comme ça, mais... C'est pas que des vidéos, mais enfin, il y en a beaucoup des vidéos. Il y en a beaucoup des vidéos, ouais, quand même. Il y en a beaucoup et c'est... On dirait, si on devait quantifier, je dirais, le contenu de Seb, c'est 70% de la vidéo, quand même. Ouais, quand même. Quand même. J'y avais pas pensé, tu me fais penser à quelque chose. Mais c'est vrai que ça fait longtemps, j'ai cette chance. J'ai 29 ans aujourd'hui, donc ça fait un bout de temps que je produis ces contenus. Ça a été pas mal de travail. Il y a eu des moments où c'était vraiment intense. Et tu le referais d'ailleurs si j'avais une baguette magique là et que je te disais on repart quand t'as 15 ans, est-ce que tu referais ça? Ouais, 100%. Parce que à 15 ans, si tu me disais tu vas t'asseoir dans une belle voiture, un jour, je serais comme un fou. Si tu me disais que tu vas la conduire, je dirais mais non, impossible. Encore plus fou. Et faire ça régulièrement, et avoir la chance d'en avoir, d'avoir les miennes aussi, ça c'est jamais je l'aurais cru. Et c'est pas juste ça, c'est aussi les personnes que j'ai rencontrées. J'ai parlé de mon meilleur ami aujourd'hui, qui est comme un frère pour moi, que j'aurais pas rencontré si c'était pas pour YouTube. Les moments que j'ai pu partager avec mon audience, que ça a pu nous faire vivre, j'ai pu amener ma sœur voir les 24 heures du Mans grâce à ça. J'ai pu faire partager des moments à mes parents. Dans la famille de l'année, tout le monde aime les voitures? Non, ma sœur, pas du tout. Mais elle voulait voir les 24 heures parce que c'est autre chose. C'était plus qu'elle habite à Londres aujourd'hui, on se voit pas tout le temps et j'avais l'opportunité d'amener quelqu'un avec moi et je voulais lui montrer mon monde. C'est rigolo parce qu'elle suit bien sûr ce que je fais, mais aujourd'hui elle se dit mais tu t'arrives vraiment à vivre de ça, c'est quoi en fait, je comprends pas Seb, c'est quoi tout ce délire? On va peut-être aller dans un restaurant et quelqu'un va venir dire coucou parce qu'il regarde les vidéos, ma soeur me regarde en mode mais comment c'est possible? Alors ça c'était ma question. Oui. Parce que quand on a des communautés une audience qui se chiffre en millions, ce qui est ton cas, est-ce qu'on arrive encore à être anonyme? Oui, moi oui, parce que je suis pas encore au niveau où vraiment quelqu'un comme un Squeezie ou un GMK, je pense que c'est compliqué. Moi, j'ai la chance aujourd'hui, je pense que c'est génial parce que je peux rencontrer des personnes, comme j'ai dit, c'est top.
ça arrive souvent, tous les jours, où je vais rencontrer des personnes qui regardent mes vidéos, mais ça n'a pas un impact sur mon quotidien. Parce que GMK, lui, il nous disait qu'il y a des gens qui l'attendent, ou il y a des gens qui prennent des vidéos de lui sans lui dire. Là, il y avait un post de Benson Boone, là, il y a 2 jours, sur Instagram, où il disait si vous venez devant moi, que vous prenez une photo et que vous repartez sans même avoir dit bonjour, sachez que c'est extrêmement compliqué à vivre pour moi, quoi. Ouais. Alors ça, c'est vrai que c'est quelque chose que je comprends pas tout le temps. C'est quand on vient prendre une photo et qu'on veut pas. Des fois, je suis seul. Et moi, ça se passe beaucoup moins qu'en Benson Boone ou un GMK, mais où t'es seul. Quelqu'un vient, demande une photo et part. Et je me dis, mais là, on aurait pu discuter. Enfin, ça. Là, on aurait pu avoir un échange. Et pour moi, c'est plus important d'avoir l'échange que la photo. Enfin, je sais pas. Si je vois quelqu'un que je connais, un athlète, je suis un grand fan de tennis, je vois un tennisman, je m'intéresse plus d'aller voir, bonjour, comment ça va, comment tu vas en ce moment, de parler, que d'avoir la photo. Enfin. Après, je comprends qu'aujourd'hui, c'est beaucoup veut montrer. J'étais à Monaco, j'ai croisé un tel, etc. Ouais. C'est cool. Je peux comprendre. Mais pour répondre à ta question, moi, je pense que j'ai de la chance aujourd'hui où ça m'ouvre des portes à des rencontres sans que, enfin, je peux toujours aller faire les courses tranquille, seul. Il n'y a pas de complications à ce niveau-là et je peux. Ouais, tu as encore un moment où c'est possible. Non, et c'est juste, il faut aussi savoir si, bien sûr, oui, si on va à un événement auto demain, quelque part, oui, là, c'est peut-être un peu plus compliqué. Et j'ai la chance aujourd'hui incroyable de vivre ici en Principauté. Et en Principauté, on a vraiment, il y a comme cette compréhension de tout le monde de, on va laisser assez tranquille. Donc, dans ma vie quotidienne qui est aujourd'hui ici, ça a vraiment pas d'impact. Demain, si je vais, j'étais à Montpellier il y a pas très longtemps. C'était un peu plus présent à Montpellier parce que là, du coup, c'est des personnes qui vont venir à l'hôtel peut-être ou des choses comme ça. Et donc, dès qu'on bouge, ça va être communiqué et du coup c'est un peu plus compliqué. Donc peut-être une des raisons pour répondre à ta question où je dis non, ça n'impacte pas ma vie, c'est peut-être la chance que j'ai aujourd'hui d'habiter en Principauté qui me je sais pas si protège c'est le bon mot, mais c'est un cadre en tout cas. De ça. Bon, c'est un cadre que tu connais depuis toujours, hein, puisqu'on n'en a pas parlé, mais toi tu vis à Monaco, enfin en tout cas à Monaco pour toi c'est un endroit où tu vis, où tu vas à l'école, enfin, t'as grandi ici. Ma vie ici. Est-ce que pour le coup, tu as imaginé un jour que tu partirais d'ici ou pas ? Non. Je suis parti, j'ai eu des expériences dans d'autres villes. J'habitais à Londres, j'habitais à Genève, j'habitais à Los Angeles. J'ai essayé différentes choses. Pour le coup, Los Angeles, Monaco, ça doit pas. Ah, c'est différent. Ça doit pas être la même chose, hein ? Non, c'est différent, mais. Mon papa est de là-bas, il a grandi là-bas. Je voulais vivre un petit peu ce qu'il lui avait vécu. Donc père américain, maman britannique. Exactement. Ouais. Et oui, donc j'ai eu ces expériences-là, mais pour moi, je sais pas, il n'y a jamais eu de doute que j'allais revenir. Donc j'ai grandi à la Turbie, j'ai vécu à Beau-Soleil aussi pendant une période. Mon rêve, ça a toujours été de m'installer en Principauté. Et là, c'est fait. Quand j'ai pu me le permettre, j'ai directement, c'était la première décision et c'est encore mieux que ce que j'imaginais. Je suis tellement content. Et non, je sais pas, j'arriverai pas à l'expliquer, mais pour moi, c'est juste où je me sens bien. Tu sais, tu dois le sentir aussi quand je le dis, quand j'atterris ici, quand je rentre ici et que je fais la route de Nice à Monaco, à chaque fois, je me dis, mais waouh! Il n'y a rien de mieux. Moi, ça commence quand le pilote dit on est en approche. Ouais. Et généralement, ça commence là. C'est ça. C'est-à-dire cette espèce de... Et je peux arriver d'un endroit magnifique dans le monde, hein, ça n'a rien à voir, hein, puisque moi, j'aime beaucoup voyager. Donc, mais d'où que j'arrive, quand le pilote dit on est en approche sur l'aéroport de Nice, il y a un truc qui se passe. Ah ouais. Que je revis après quand je suis dans la voiture ou dans l'hélico pour rentrer de l'aéroport. Ouais. Je me dis, it's a dream come true. Mais totalement. Voilà, c'est pas possible. Là, l'exemple parfait, hier, je suis rentré, j'étais aux Seychelles, endroit incroyable, magnifique. Très beau. Pour y rester pendant longtemps, mais en rentrant, je me disais, je suis quand même content d'être rentré, d'être aimé. Et après, je me disais, mais c'est quand même dingue. Enfin, t'étais sur une plage, c'était le paradis, et tu rentres, et j'étais trop content d'être rentré. Et j'ai jamais eu ça pour un autre endroit. Et même quand j'habitais quand j'habitais à Londres, même quand j'étais à Genève, et j'étais longtemps à Genève, à chaque fois que je voyais des vidéos,
quoi que ce soit de Monaco, je me disais, j'ai envie d'y retourner. Donc non, aujourd'hui, mon quotidien, il est ici et je suis très, très content. Et alors, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter maintenant ? Tout à l'heure, je te disais si j'avais une baguette magique pour revenir en arrière. Là, je te disais si j'en avais une pour aller en avant. De continuer à faire ce que j'aime tous les jours, de continuer à apprendre, parce que les 10 dernières années, ça a été juste de l'apprentissage tous les jours, et je pense que je suis devenu un peu addict à ça, de vouloir toujours évoluer et apprendre. Donc, continuer à avoir des expériences... C'est très enrichissant quand même. Où j'évolue, et de pouvoir continuer à partager ça avec les personnes que j'aime. Écoute, on croise les doigts alors. Et en principauté. Bien sûr, sinon ça ne vaut pas le coup. Franchement. Merci Seb. Merci beaucoup d'avoir passé ce moment avec nous.